Je pense qu'il peut gagner le concours ce soir. Craig Titus. Personne n'a plus envie de gagner que Craig Titus en ce moment. Il a l'air d'être prêt à tout pour gagner. L'âge d'or du bodybuilding se situe entre 1960 et 1980. À cette époque, tout le monde aux États-Unis découvre cette discipline, en partie grâce au cinéma qui va servir de vitrine, avec évidemment Arnold Schwarzenegger comme porte-étendard, mais aussi Lou Ferrigno et même le français Serge Nubret. Cette époque va devenir un vrai terreau pour des milliers d'enfants et d'adolescents qui, à leur tour, s'imaginent devenir aussi forts et puissants que leurs nouveaux héros. Ce qu'ignore le grand public, c'est qu'atteindre un tel niveau de musculature et de perfection demande des sacrifices à la hauteur des résultats. Entraînement acharné, diète stricte, mais aussi dopage. On ne peut pas espérer devenir l'une des femmes ou l'un des hommes les plus musclés et secs du monde sans un mode de vie hors du commun, un entraînement de titan et un peu d'aide. Et si je vous en parle, c'est évidemment parce que ça va avoir une importance capitale dans cette histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire, merci à MyHeritage de me soutenir dans cette vidéo. MyHeritage, c'est parfait pour vous si vous souhaitez en découvrir plus justement sur votre histoire, vos ancêtres et d'où vous venez. C'est le site numéro 1 et en plus, vous n'avez besoin de rien. Enfin, à part une connexion internet, un ordinateur, un nom et un prénom, mais sinon c'est facile. Comme je l'ai déjà dit, connaître mes origines, le passé de ma famille, etc. c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué et qui continue d'ailleurs, mais comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Où est-ce que je devais regarder, où chercher, parce que les albums de photos de famille c'est cool, mais ça remonte pas si loin que ça en vrai. Mais avec MyHeritage, plus de problème, c'est super simple. J'ai réussi à remonter jusqu'en 1643 grâce à plus de 32 milliards de documents numérisés consultables en ligne, parmi lesquels se trouvent des journaux, des documents militaires, des extraits de naissance ou de mariage, etc. C'est trop satisfaisant d'aller fouiller dans le passé sans bouger de chez soi en plus. Tu peux connaître les métiers que certains de tes ancêtres faisaient, ça te permet de découvrir quel type de vie ils pouvaient mener. Moi apparemment je suis issu d'une famille d'agriculteurs et de journaliers. J'ai aussi appris que j'avais de la famille au Québec et qu'ils ont migré en France entre 1600 et 1800 et que j'ai des origines anglaises et espagnoles. Oh là! Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai un problème, je suis devenu addict. J'aime trop retourner sur le site et découvrir plein de nouvelles connexions et d'informations, comme par exemple me rendre compte qu'un de mes arrière-arrière-grands-pères avait été fait prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça fou. Le site est bourré d'outils super satisfaisants comme Instant Discovery qui retrouve régulièrement plein de correspondances sans rien avoir à faire, mais vous pouvez aussi coloriser vos vieilles photos de famille par exemple et même les animer en quelques secondes. C'est super simple. Si vous êtes un peu curieux, je suis sûr que ça vous plaira et en plus grâce au lien que je vous mets en description, vous avez 14 jours d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités que je vous ai citées, donc allez y faire un tour. Ça coûte rien d'essayer et en plus c'est rapide. Encore merci à MyHeritage de soutenir cette vidéo et nous on est reparti pour l'histoire de Craig Titus et Kelly Ryan. Craig Titus a grandi à Wyandotte dans le Michigan, une petite ville paisible à quelques kilomètres de Détroit. Au lycée, il est tout de suite passionné par les sports, notamment le football américain, mais aussi la lutte. Puis en plein milieu de ses études, il découvre le bodybuilding. C'est là qu'il va commencer la musculation. Il va tout de suite adorer les sensations que ça lui procure, mais il y a un problème. Comme il est dans l'équipe de lutte de son équipe et que la compétition se fait par catégorie, il ne peut pas se muscler autant qu'il veut sans risquer de se retrouver face à des mecs plus grands ou plus lourds que lui. Et ça va un peu le frustrer parce qu'il vient littéralement de tomber amoureux de la salle de musculation à tel point qu'il commence à envisager de devenir bodybuilder professionnel. Ce qui soulève un problème. Le bodybuilding, surtout à haut niveau, coûte beaucoup d'argent et surtout demande des années et des années de travail avant de pouvoir espérer en vivre ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette époque. Dans les années 80, il n'existe pas de réseaux sociaux, de YouTube ou de TikTok pour se faire connaître et gagner de l'argent et aucune marque de fitness ne sponsorisait des athlètes qui ne font pas de podium. Donc Craig va devoir aller travailler pour gagner sa vie et financer son rêve. Heureusement pour lui, son père avait une entreprise dans le bâtiment, une entreprise d'excavation souterraine. Du coup, il est devenu tunnelier, il devait creuser des égouts, des lignes de métro, etc. C'est un métier vraiment physique et épuisant. On y voit très peu la lumière du jour, c'est bruyant, etc. Mais ça ne l'a pas empêché de faire ça pendant des années. En gros, il descendait sous terre pour détruire des rochers et remontait à la surface pour construire le corps de ses rêves.
Il a tous les atouts pour réussir. Il est beau gosse, déterminé et il a une excellente base. Donc, il commence à passer tout son temps dans les salles de sport, à dépenser tout son argent en nourriture, mais aussi en produits dopants. On en reparlera plus tard. Toujours est-il que les résultats sont arrivés très rapidement, à tel point qu'en à peine 5 ans, il avait déjà atteint un physique qui lui a permis de remporter la première place d'un concours amateur appelé le Houston Bodybuilding Championship. Ce qui était énorme pour lui, mais à côté de ce qu'exige le monde professionnel du bodybuilding, c'est qu'une toute petite marche. Là où il va commencer à se faire un nom, c'est au NPC Ironman de 1991, parce qu'il va remporter la première place. Et voici le nouvel Ironman de 1991. Mais surtout au NPC de 1994 et 95, parce que ces 2 années-là, il a fini 2e et ça l'a énervé de ne pas monter sur la première marche du podium. Alors, il a piqué une crise et explosé son trophée par terre en remettant en cause la décision des juges, parce que pour lui, il méritait la première place. Ce comportement va lui valoir le surnom du mauvais garçon du bodybuilding. Et malgré ce qu'on pourrait croire, ça a eu un effet positif pour lui. Parce que les gens qui venaient voir ce genre de concours venaient aussi pour voir un spectacle. Donc les choses ont commencé à bien se passer pour Craig, jusqu'au jour où, la même année, il est arrêté par la police pour trafic de produits stupéfiants et possession de produits illégaux. Concrètement, il est accusé de participer à un réseau de distribution de stéroïdes. Ce qui est clairement hypocrite quand on sait que tous les bodybuilders de sa catégorie sont dopés et donc participent eux aussi à ce réseau. Mais à l'époque, le sujet est encore plus tabou qu'aujourd'hui. Et comme on dit, pas vu, pas pris. Toujours est-il qu'il est condamné à une peine probatoire, ce qui signifie qu'il pouvait continuer de s'entraîner, mais que si on l'y reprenait, il serait obligé de purger sa peine en prison. Pour Craig, c'est juste un contretemps et ça colle avec son image de bad boy. Donc il a continué et l'année d'après, en 1996, il a enfin remporté la première place du NPC USA et obtenu par la même occasion sa carte professionnelle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le milieu, et il y en a beaucoup j'imagine, il faut savoir que dans le bodybuilding, pour devenir pro, il vous faut une carte. C'est pas vraiment une carte à proprement parler comme une carte d'identité, c'est plutôt une accréditation. Un des avantages de cette carte, au-delà de permettre aux athlètes de concourir dans des compétitions bien plus prestigieuses comme Monsieur Olympia par exemple, c'est qu'elle permet aussi d'attirer des sponsors qui payent plus et donc qui permettent aux meilleurs de se concentrer uniquement sur la musculation d'un point de vue financier. Malheureusement, Craig, qui était sous probation et donc dans l'interdiction de vendre, acheter ou consommer des produits stupéfiants, vient d'attirer l'attention sur lui avec cette victoire et un contrôle antidopage va lui être imposé et va l'envoyer dans une prison fédérale pendant 21 mois. Vous vous demandez peut-être pourquoi lui et pas les autres, tout simplement parce qu'il a un casier judiciaire. Mais la police ne va pas aller réclamer un contrôle antidopage à tous les participants, ils n'en ont pas le droit, seulement à ceux qui ont un casier, d'autant plus s'ils mentionnent déjà la prise de stupéfiants. Dans le sport, et particulièrement la musculation, le dopage est un sujet très controversé, où rares sont les athlètes qui assument publiquement en consommer, même si personne n'est dupe aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est encore pire, parce que personne n'en parlait. Tout le monde pensait que ces mecs étaient aussi musclés parce qu'ils s'entraînaient comme des machines et qu'ils mangeaient beaucoup d'œufs. Ce qui n'est pas faux du tout, mais sans l'aide de la chimie, jamais ces mecs n'atteindraient un tel niveau. Ça là, c'est impossible sans jus de fruits. Voilà, ça n'existe pas. Et je dis ça sans jugement. Pour moi, si tout le monde est dopé dans une compétition, il n'y a pas de tricheur. Tout le monde joue avec les mêmes armes. Et en plus, c'est leur corps. D'accord, c'est leur choix. Ça marche aussi dans ce sens-là. Le problème, c'est que ces produits dopants ingérés par ces monstres ont non seulement un impact sur leur physique, mais aussi sur leur humeur. Sans compter qu'ils ont suffisamment de motivation et de produits dans leur organisme pour faire des séances qui mettent leur système nerveux à genoux et leurs organes internes dans des conditions extrêmes. Parmi les plus connus, on a les stéroïdes anabolisants qui servent à augmenter la croissance musculaire, les hormones de croissance qui elles favorisent aussi la croissance musculaire mais améliorent la récupération, l'insuline qui permet de mieux assimiler les nutriments, ou encore les bêta-2 agonistes comme le clenbuterol qui permettent d'améliorer les performances mais surtout de sécher très rapidement. Mais sachez que tous ces produits, aussi miraculeux qu'ils semblent, sont extrêmement dangereux pour la santé, surtout s'ils ne sont pas prescrits par un médecin.
Et en prendre en trop grande quantité et sans contrôle, comme il le faisait à l'époque, peut avoir des répercussions dévastatrices sur la santé mentale et créer des troubles psychologiques parfois irréversibles. Le comportement le plus courant dans le milieu lié à cette pratique s'appelle le roid rage, pour stéroïde rage, qui décrit en gros une période connue de certains athlètes qui sont victimes d'épisodes de colère extrêmes et incontrôlables. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup sont aussi victimes d'épisodes paranoïaques, d'épisodes dépressifs, d'anxiété, d'insomnie, d'hypersensibilité, de bigorexie, d'impuissance pour les hommes, d'aménorrhée pour les femmes, d'infertilité, etc., etc. Je pourrais continuer pendant très longtemps. La liste est très longue. Et le pire, c'est que tout ça coûte énormément d'argent. Et pour gagner beaucoup d'argent dans le bodybuilding, il faut être plus musclé que les autres, plus imposant et plus sec que tout le monde, donc dépenser plus et s'entraîner plus pour peut-être gagner une compétition et être champion pendant 1 an et tout recommencer. C'est horrible comme sport, c'est hyper ingrat. Mais revenons-en à notre histoire. Un peu avant d'arriver en prison, Craig était tombé amoureux d'une jeune femme appelée Kelly Ryan. C'est la jolie fille des années 90 avec la coupe typique de cette époque. Kelly est née dans le Minnesota le 10 juillet 1972. Elle a aussi un frère, mais surtout, son père travaille dans l'automobile comme cadre, ce qui obligeait toute la famille à déménager très régulièrement. Malgré tout, ils vont quand même finir par rester 6 ans au Texas, et c'est là que Kelly va découvrir et commencer la gymnastique. Et il se trouve qu'elle est extrêmement douée. Tout le monde l'appelait Flying Ryan, tellement elle avait l'air d'être montée sur des ressorts. D'ailleurs, elle a même été entraînée par Bela Karolyi, un entraîneur de renom qui s'est occupé de plusieurs médaillées d'or roumaines et américaines dans les années 80 et qui a dirigé l'équipe nationale américaine dans les années 90. Malheureusement, un jour, la famille est forcée une fois de plus de déménager jusqu'en Caroline du Sud. C'est là-bas que Kelly va finir ses études avant d'entrer à l'université. Et en gym, comme à l'école, elle est très douée, mais malgré son diplôme en journalisme, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait réellement faire de sa vie. Mais parfois, pour trouver sa voie, il faut la chercher. Ou alors, il faut qu'elle vienne à vous. Et c'est exactement ce qui va se passer. En 1994, Kelly va tomber sur une compétition de fitness à la télé sur la chaîne ESPN. Pour Kelly, cette émission, c'est une vraie révélation. Il y a de la danse, de la gym, et pour couronner le tout, elle tombe littéralement sous le charme du physique hors du commun de ces femmes. Parce qu'à l'époque, surtout aux États-Unis, avec la montée en puissance du culturisme, les standards féminins changent. Dans les années 60, la mode était aux femmes dites pulpeuses, portées par Marilyn. Puis dans les années 70, c'était la mode des femmes très minces et androgynes. Mais à partir de 1980-90, les femmes voulaient soit être très minces et pulpeuses à la fois, comme Pamela Anderson, soit musclées et athlétiques. Ce qui était aussi une forme d'émancipation pour certaines. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais elle s'en fichait. Et Kelly aussi. Alors, elle s'est lancée. C'est durant une de ces compétitions, justement, qu'elle et Craig Titus se sont rencontrés. Et entre eux, le courant passe plutôt bien. Mais Craig veut plus qu'une simple amitié, alors que Kelly, elle, l'aime juste comme un ami. Elle n'est pas vraiment attirée par les gros muscles. Mais c'est aussi à cette époque que Craig rentre en prison. Et pourtant, quand il sort presque 2 ans plus tard, la seule personne qui organise une fête pour sa libération, c'est Kelly. Et c'est comme ça que petit à petit, des liens entre eux vont se créer. Ils vont se voir régulièrement, Craig va l'inviter à son anniversaire, etc. Et ils finissent par sortir ensemble et même se marier. Bon, un mariage à Las Vegas, mais un mariage quand même. Et justement, c'est à Las Vegas qu'ils décident de s'installer dans une immense villa de 280 mètres carrés qui va leur coûter une bonne partie de leur économie. Une maison immense pour un couple dans laquelle ils ont leur propre salle de musculation. C'est le rêve de beaucoup de gens dans ce sport et je ne vise absolument personne en disant ça. Bref, ce qu'il faut savoir, et là je m'adresse surtout aux gens qui ne sont pas familiers avec le bodybuilding, c'est que c'est une des disciplines sportives, si ce n'est la discipline sportive la plus ingrate du monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout à haut niveau. Ça demande une discipline de fer, sans quoi les résultats ne seront pas au rendez-vous, et des sacrifices terribles, autant au niveau de la santé, avec le dopage par exemple, mais aussi au niveau des charges surhumaines qui sont levées, qui ont forcément un impact sur le corps et son usure. Il n'y a qu'à regarder comment ont fini Ronnie Coleman, Rich Piana ou Tom Prince pour s'en rendre compte. Ouais, les 2 personnes que vous voyez là l'un à côté de l'autre,
c'est le même homme. Mais ça demande aussi des sacrifices sociaux. Il faut manger à heure fixe, 6, 7, 8 fois par jour pour certains, et des quantités astronomiques. Certains champions mangent plusieurs kilos de viande par jour, tous les jours, et consomment plus de 40 œufs quotidiennement. Ils se lèvent même la nuit pour manger, ils s'entraînent 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine. C'est colossal, mais c'est le prix à payer pour faire partie de l'élite mondiale. Et Craig et Kelly veulent aussi monter sur la plus haute place du podium. Et puis, tout ça a un coût. Bah oui, leurs finances dépendent de leurs sponsors, qui dépendent eux-mêmes des résultats. Et donc c'est un cercle vicieux, c'est la recette parfaite pour subir une pression constante qui vous pousse à aller toujours plus loin. Vous voyez peut-être déjà où je vais en venir. Puis en 2001, pendant un concours, ils vont rencontrer une jeune femme appelée Melissa James. Melissa James est née le 23 mars 1977 dans le New Jersey. Elle est décrite comme étant une fille adorable et très appréciée pour sa gentillesse. Elle est aussi passionnée par la danse et tout naturellement, elle va devenir pom-pom girl durant ses études. C'est une jeune femme brillante et elle a d'excellentes notes, mais son rêve, ça reste la danse. Elle aurait pu faire de grandes études, mais en 1996, elle a préféré quitter l'école et décider d'ouvrir son propre studio de danse à seulement 19 ans. Elle s'épanouit vraiment dans ce projet, déjà parce qu'elle adore enseigner aux autres, que ce soit des adolescents ou des enfants, mais aussi parce que ça lui permet de continuer de participer à des compétitions ou des événements sur le côté. Le seul problème dans tout ça, c'est l'argent. D'un point de vue financier, elle a quand même besoin de travailler à côté, mais comme elle danse bien et qu'en plus elle est jolie, elle travaille comme mannequin pour des marques locales et réalise quelques représentations pour des petites chaînes de télévision. Et en 2001, alors qu'elle participe à un spectacle de danse en Floride pour animer un concours de bodybuilding, elle fait la rencontre de Craig Titus et de Kelly Ryan. Une fois de plus, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette discipline, il faut savoir que dans les compétitions de bodybuilding, les notes attribuées sont évidemment basées sur le physique, la masse musculaire, les proportions, la symétrie, l'harmonie générale, etc. Mais la façon dont les muscles sont mis en avant au travers de ce qu'on appelle le posing est extrêmement importante. Le posing, c'est l'art de montrer de la meilleure façon possible ses muscles et de savoir les contracter au meilleur moment tout en adoptant une position esthétique, ce qui n'est pas évident du tout. Mais il se trouve que dans la plupart des compétitions de body, il y a 2 épreuves de posing. Le posing imposé, où les juges demandent à tous les participants la même pose au même moment. Double biceps de face. Et le posing libre ou artistique qui permet à chaque athlète d'exprimer sa créativité, comme le fait si bien Kay Green par exemple. Quoi qu'il en soit, beaucoup de ces professionnels, surtout chez les femmes, font appel à des chorégraphes et Craig et Kelly, en voyant la jeune Melissa James danser avec passion, se disent que ça serait vraiment une bonne idée de l'avoir comme professeur personnel. Ça pourrait les aider à obtenir plus de podiums, alors ils l'engagent. Mais il y a un petit problème. Melissa habite et travaille à Panama City, en Floride, et Craig et Kelly vivent à Las Vegas. Ça fait beaucoup de route. Alors, comme elle ne veut pas manquer cette opportunité, mais qu'elle ne veut pas non plus abandonner son studio de danse, elle embauche quelqu'un pour la remplacer quelques mois et s'installe chez Craig et Kelly. Ils vont très vite se nouer d'amitié tous les trois et durant cette période, tout se passe bien. Les 3 amis s'entendent bien, la seule ombre au tableau, c'est qu'à la base, Melissa faisait des petits boulots en plus pour gagner de l'argent, sauf que là, en embauchant quelqu'un, c'est pas super rentable. Alors quand elle rentre à Panama City, quelques mois plus tard, elle se rend compte que le studio de danse ne marche plus si bien que ça, donc elle se retrouve dans une situation compliquée. Elle va en faire part à ses amis et sa famille, mais aussi à Craig et Kelly, qui vont lui proposer de venir vivre définitivement à LA pour les aider à ouvrir un magasin de vêtements de fitness. C'est très loin de son rêve initial, mais dans sa situation financière, elle y voit là une opportunité à saisir. Elle ferme donc son studio et prend un vol pour Las Vegas. Une fois sur place, elle n'est pas dépaysée. Elle la connaît la maison, ils ont 5 chambres, 3 salles de bain, un immense garage, toute la place nécessaire pour vivre sa vie sans se marcher dessus et garder un peu d'intimité. Le seul truc bizarre, c'est que très vite, le projet de boutique de vêtements de fitness
tombe dans les oubliettes et Melissa se retrouve plus à jouer le rôle d'assistante personnelle du couple qu'autre chose. Elle fait leurs courses, leur ménage, elle doit leur faire à manger, veiller à ce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour leur mode de vie, etc., etc. C'est pas ce qui était prévu. En plus de ça, malheureusement, petit à petit, des disputes vont éclater entre les trois amis. Des soupçons de tromperie et de vol vont voir le jour. Craig et Kelly ont commencé à accuser Melissa de leur voler de l'argent quand elle utilisait leur carte pour faire les courses ou pour payer les factures. Et Kelly soupçonne Craig et Melissa de coucher ensemble en son absence. Le ménage à trois commence à sentir mauvais, même si, jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que Melissa ne leur ait volé quoi que ce soit. Mais quand on connaît les effets secondaires des produits dopants sur l'humeur et la paranoïa de ceux qui en consomment autant, il y a fort à parier que leur consommation ait eu un impact dévastateur sur leur trio. La situation devient de plus en plus ingérable pour Melissa. Elle qui pensait venir pour vivre une nouvelle aventure et ouvrir un magasin de fitness se retrouve à servir d'assistante personnelle et de boniche et de souffre-douleur. Donc, à contre-cœur, parce qu'elle a tout abandonné pour venir vivre ici, elle décide de quitter la ville lumière le 13 décembre 2005 et de prendre un avion pour retourner vivre chez sa mère. La nuit du vol, le 14 décembre 2005, vers 4h du matin, un routier qui fait son trajet habituel voit un feu au bord de la route 160 entre Pahrump et Las Vegas, à quelques kilomètres de la maison de Craig et Kelly. Mais le chauffeur, lui, a l'habitude de passer sur cette route. C'est pas la première fois qu'il voit une voiture abandonnée en feu sur le côté. Alors, comme à chaque fois, il appelle les pompiers qui arrivent sur les lieux vers 4h41. Le feu en question, c'est bel et bien une voiture. Plus précisément, une Jaguar rouge de 2003. Dans un premier temps, les pompiers ne s'inquiètent pas plus que ça, parce qu'ils ont l'habitude eux aussi de ce genre de feu. Beaucoup de personnes dans la région abandonnent leur voiture et y mettent le feu pour faire croire à un vol et se faire rembourser par leur assurance. Donc, ils sont pas surpris. Mais en inspectant rapidement l'état de la voiture de plus près, ils se rendent compte, en regardant à travers la structure de la banquette arrière, qu'un corps calciné se trouve dans le coffre. Ça, c'est moins fréquent. La police arrive donc sur les lieux et les enquêteurs se mettent à chercher des éléments de preuve qui pourraient leur en apprendre plus sur ce qui s'est passé et surtout sur qui est cette personne. Une des premières choses qu'ils remarquent, c'est la présence certaine d'un accélérateur de combustion, le genre de liquide qui sert à allumer plus rapidement un barbecue. Le feu est donc d'origine criminelle, mais surtout, ça veut dire qu'il y a probablement eu préméditation. Ils vont aussi trouver une lampe de poche, quelques traces de chaussures et une valise à l'arrière qui contenait des vêtements et des affaires du quotidien, mais aussi des seringues. Mais l'élément le plus intéressant pour les policiers présents sur place, c'est surtout la plaque d'immatriculation qu'un des pompiers avait pris soin de noter avant qu'elle ne soit totalement détruite par les flammes. Et cette plaque est enregistrée au nom de Kelly Ryan. Les enquêteurs se retrouvent donc avec une voiture calcinée, un cadavre et un nom. Pour eux, il y a donc de grandes chances que le corps à l'arrière soit celui de la propriétaire du véhicule, comme dans la plupart des cas. Les agents de police décident d'aller frapper au petit matin à l'adresse de Kelly, et là, ils ont été surpris de voir Kelly Ryan en personne leur ouvrir la porte. Ils comprennent immédiatement que quelque chose cloche et qu'ils n'ont aucune idée de l'identité de la victime. Ils vont donc décider de la questionner sur le pas de la porte au sujet de son emploi du temps et lui poser des questions au sujet de sa voiture. Kelly leur explique qu'elle a effectivement une Jaguar rouge, mais qu'elle ne sait pas où elle se trouve, tout comme son assistante Melissa. C'est elle qui leur donne l'info. Et les enquêteurs, qui n'avaient jusque-là aucune idée de l'identité de qui pouvait bien être la victime dans le coffre, apprennent donc l'existence d'une jeune femme qui visiblement a un lien très proche avec la femme qu'ils sont en train d'interroger et comprennent tout de suite qu'il doit probablement s'agir de son cadavre à l'arrière de la voiture. Cette information va faire de Craig Titus et Kelly Ryan les suspects numéro 1. Une fois au poste pour être interrogés, ils ont été séparés chacun de leur côté et tous les deux décrivent Melissa comme étant leur assistante personnelle. Alors que c'est pas censé être le cas à la base. Mais Kelly commence à raconter que Melissa était venue à Las Vegas pour monter sa propre entreprise. Ce qui est faux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est eux qui voulaient ouvrir un magasin de vêtements de fitness et qui lui ont proposé de venir. Puis, elle va continuer en expliquant que Melissa n'arrivait pas à concrétiser son projet, donc ils étaient obligés de tout lui payer parce qu'elle n'avait pas d'argent et qu'en plus de l'héberger gratuitement, ils devaient lui payer à manger, de l'essence, les sorties, etc. Mais elle va pas s'arrêter là. Kelly va aussi raconter que Melissa était retournée chez elle pendant un temps et que là-bas, elle avait rencontré un homme appelé Eddie et qu'elle lui avait confié qu'il était dangereux
et qu'il avait déjà essayé de la tuer. Mais la police n'a jamais retrouvé la moindre trace de ce soi-disant Eddie. Et pendant l'interrogatoire, Kelly va continuer de dénigrer Melissa en expliquant qu'elle était en fait accro aux stupéfiants, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, mais bon, et qu'elle s'en est rendue compte parce que, soi-disant, Melissa oubliait régulièrement de payer les factures, donc on leur coupait le courant, et qu'en vérifiant leur compte, ils s'étaient rendus compte qu'elle achetait toutes sortes de choses avec leur argent, dont de la drogue. Alors elle dit qu'elle est allée voir Greg et qu'ils l'ont confronté, mais que Melissa a pété un câble et que c'est là qu'elle a décidé de quitter Las Vegas pour rentrer chez elle, mais que comme elle n'avait pas d'argent, ils lui ont payé un billet d'avion et une chambre d'hôtel au La Quinta pendant 2 nuits, le 11 et 12 décembre, 2 jours avant l'incendie de la voiture. Et je sais pas vous, mais je trouve ça bizarre. Tu te rends compte que ton assistante te vole de l'argent et se drogue. En plus de ça, elle s'énerve quand tu la confrontes et du coup, tu lui payes 2 nuits d'hôtel et un billet d'avion pour rentrer chez elle. J'y crois pas une seule seconde. L'agent va alors lui demander quand est-ce qu'ils l'ont vue pour la dernière fois. Et Kelly va répondre qu'elle l'a accompagnée à l'aéroport avec sa Jaguar le 13 dans l'après-midi, mais que Melissa lui a demandé de s'arrêter en chemin dans un magasin au Green Valley Grocery et que là, Melissa lui a dit de partir et qu'elle se débrouillerait seule pour aller prendre son avion. Ensuite, Kelly raconte qu'elle est rentrée chez elle vers 15h30 pour retrouver des amis et qu'elle ne l'a plus jamais revue. Puis elle raconte que plus tard dans la nuit, quand elle s'est levée pour sortir leur chien, en allant dans le garage, elle s'est rendue compte que la voiture avait disparu. L'inspecteur va alors lui demander pourquoi est-ce qu'elle est passée par le garage et elle va lui expliquer qu'elle a vu de la lumière allumée donc elle y est allée. Pourquoi pas ? Puis, elle serait allée voir Craig pour lui dire que la voiture avait disparu et qu'elle pensait que c'était Melissa qui leur avait volé. Bon, personnellement, quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de trouver cette histoire bancale. Moi, si je me rends compte, même à 4h du matin qu'on m'a volé ma voiture, mon premier réflexe, ça sera déjà d'appeler la police, ne serait-ce que pour l'assurance. Mais surtout, si je suis persuadé que c'est quelqu'un dont j'ai le numéro et avec qui je parle régulièrement, même si on est en embrouille, je vais tout faire pour contacter la personne. Pas retourner me coucher comme si de rien n'était. Pourtant, c'est exactement ce que vont faire Kelly et Craig. Et pour couronner le tout, comme par hasard, les messages entre elle et Melissa s'arrêtent brusquement le 12 ou le 13 décembre à peu près, sans même faire état de ce vol de voiture. Ce à quoi elle va répondre aux enquêteurs qu'elle avait commencé à envoyer un message mais qu'elle a finalement rien envoyé parce qu'il était tard. Bon, je sais pas vous, mais encore une fois, moi, si je soupçonne quelqu'un de m'avoir volé ma voiture, même à 4h du matin, il aura de mes nouvelles. Quoi qu'il en soit, son explication ne convainc pas du tout les agents qui l'interrogent. Pour la police, ça n'a aucun sens que Melissa décide de rentrer chez elle, de prendre un billet d'avion, de dire à Kelly au milieu du trajet de la laisser se débrouiller seule pour aller à l'aéroport, puis de revenir à pied voler la voiture pour ensuite repartir à l'aéroport pour finir calciné dans le coffre de cette même voiture. Non, quelque chose cloche. Mais le pire, c'est que Kelly ne s'arrête pas là. Elle finit par leur dire que Melissa a tenté de les empoisonner juste avant de partir et qu'elle s'en est rendue compte parce qu'elle a trouvé dans son congélateur des glaçons avec une couleur bizarre et qu'elle les a immédiatement jetés à la poubelle. Sans s'en rendre compte, elle est en train de fournir une liste de mobiles interminable à la police. Quand une femme est retrouvée morte dans ta voiture, dire du mal d'elle, expliquer qu'elle voulait te tuer, se taper ton mari ou qu'elle t'a volé de l'argent, c'est la pire des choses à faire. Mais probablement que Kelly pensait, en faisant ça, qu'elle passerait pour la gentille et Melissa pour la méchante. En ce qui concerne Craig, durant son interrogatoire, il va avouer qu'il avait effectivement eu une relation sexuelle avec Melissa, mais qu'il pensait aussi qu'elle leur volait de l'argent et qu'il n'avait aucune idée de là où elle se trouvait. Malheureusement pour eux, quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie du corps sont tombés. Et même s'il existait très peu de doutes sur le fait que ce soit bien Melissa, puisqu'elle n'a jamais atterri à Orlando chez sa maman et que personne ne l'a revue depuis, les examens vont confirmer son identité. Mais l'examen va aussi révéler plusieurs éléments importants, comme le fait qu'il n'y avait pas de fumée dans ses poumons, ce qui signifie qu'elle était morte avant l'incendie. Sinon, elle aurait respiré des vapeurs. L'examen révèle aussi un taux anormalement élevé de morphine et d'autres produits stupéfiants dans son organisme, ce qui pourrait indiquer qu'elle a été droguée pour faciliter le meurtre. À partir de là, ils vont officiellement devenir les suspects numéro 1, et quand ils vont l'apprendre, ils vont paniquer.
Craig avait un pick-up customisé et rabaissé qu'il adorait, mais qu'il va décider d'échanger contre un autre pick-up de la même marque en expliquant à l'homme avec qui il fait affaire qu'il est pressé et qu'il a besoin de quelque chose qui résiste au désert et au terrain accidenté. L'homme ne va pas poser de questions, il va tout de suite accepter puisque c'est beaucoup plus avantageux pour lui. Puis, ils ont quitté Las Vegas. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ont commencé à fouiller les environs et sont tombés sur les enregistrements d'une caméra de vidéosurveillance d'une station essence la nuit de l'incendie, quelques minutes avant que la voiture ne soit retrouvée. Dans cette vidéo, on y voit la Jaguar rouge arriver suivie d'un pick-up, dont le propriétaire s'appelle Anthony Gross. Ce nom, les policiers l'ont déjà entendu parce que durant leur interrogatoire, le couple a mentionné cet Anthony, expliquant que le jour où Melissa a disparu, ils lui ont demandé de les aider à partir à la recherche de la Jaguar après avoir remarqué le vol. Sauf que là, la Jaguar est visible sur la même vidéo au même moment. Alors, elle n'est pas visible là pour vous, parce que j'aimerais beaucoup vous montrer les images, mais je ne les ai pas, mais c'est le cas. Par contre, j'ai des images de Kelly qui sort du Walmart avec plusieurs gallons de liquide inflammable pour barbecue le soir de l'incendie. Ce qui est curieux, qui va acheter 7 bouteilles de liquide inflammable à part quelqu'un qui s'apprête à allumer un grand feu? C'est là que les enquêteurs ont compris que Craig et Kelly avaient menti sur toute la ligne. Alors quand ils se sont rendus à leur domicile et qu'ils ont constaté qu'ils avaient fui, ils ont tout de suite émis un mandat d'arrêt d'État et un mandat d'arrêt fédéral pour qu'ils soient recherchés dans tout le pays. Pour information, il existe plusieurs types de mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt locaux pour les petits délits, les mandats d'arrêt d'État qui sont valables que dans l'État en question, avec la loi en vigueur, et les mandats d'arrêt fédéraux ou fédéral, je ne sais pas comment on dit, qui sont généralement émis pour les crimes comme dans le cas présent. Et il se trouve qu'Anthony Gross, lui aussi, s'est retrouvé avec un mandat d'arrêt sur le dos et que très vite, son avocat a décidé de contacter la police du comté pour leur expliquer que son client aimerait faire une déclaration. Ils ont accepté, évidemment, et Anthony a tout raconté. Du moins tout ce qu'il savait. Il explique que cette nuit-là, dans la nuit du 13 au 14, Craig l'a appelé tard pour lui demander de le retrouver dans une station-service. Une fois là-bas, ils ont rempli un bidon d'essence et Craig lui a demandé de le suivre. Sur place, il dit n'être jamais sorti de la voiture et qu'il s'est contenté de tendre le bidon d'essence à Craig et qu'après avoir incendié la Jaguar, le couple est monté dans son pick-up et ils lui ont demandé de se tirer. Il va dire qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, ni même s'il y avait un corps dans le coffre, mais qu'il a accepté parce qu'il avait une dette de 1000 $ envers Craig et qu'il lui a promis qu'il serait quitte s'il les aidait. Ce qui me semble probable, personnellement. Puis, il se trouve qu'une amie aussi de Kelly va décider de parler aux enquêteurs. Cette amie, c'est Megan Foley. Megan et son mari étaient chez Craig et Kelly le 13 dans l'après-midi, exactement comme elle l'avait dit aux enquêteurs. Mais surtout, elle raconte qu'à un moment donné, dans l'après-midi, les deux amis leur ont avoué s'être battus avec leur assistante, l'avoir étranglée et l'avoir mise dans le coffre de leur voiture. Puis, il lui aurait même montré le corps, d'après elle. Elle leur explique même qu'elle leur a demandé ce qu'ils allaient faire du corps et Craig aurait répondu qu'ils allaient sûrement l'abandonner quelque part et maquiller ça en agression sexuelle qui a mal tourné. Finalement, le 23 décembre 2005, soit 10 jours après la mort de Melissa, Craig et Kelly sont retrouvés et interpellés à Boston, à l'autre bout du pays, dans le Massachusetts. Ils avaient beau essayer de se cacher, avec un mandat d'arrêt fédéral aux fesses et un physique aussi hors du commun, c'est difficile de se fondre dans la masse. Kelly, qui était moins imposante et plus passe-partout, était à l'intérieur d'un supermarché chaud, et Craig l'attendait sur le parking pour ne pas attirer l'attention, et tous les deux ont été arrêtés en même temps. Bon, une fois menottés, ils ont évidemment été immédiatement rapatriés à Las Vegas et interrogés. Mais en salle d'interrogatoire, Craig va changer de version. Lui qui avait dit qu'il ne savait pas où elle se trouvait, explique maintenant que Melissa est morte d'une overdose et que comme lui et Kelly ne voulaient pas que ça ternisse leur image dans le monde du fitness, ils ont préféré la mettre dans le coffre de leur voiture et essayer de faire disparaître le corps. Mais la police a du mal à croire à cette théorie, alors il continue l'interrogatoire. Et plus la police lui pose de questions, plus il va changer de version, mais aussi d'humeur. Les enquêteurs ont expliqué qu'il piquait régulièrement des crises de nerfs et qu'il devenait paranoïaque par moments, ce qui pourrait être une des conséquences du dopage, j'imagine, même si la panique et le stress doivent beaucoup jouer. Toujours est-il qu'à la fin, plus rien n'avait de sens. Il va même finir par inventer une version de l'histoire où il raconte que Kelly a bien déposé Melissa à l'épicerie, mais qu'en rentrant à la maison, ils l'ont retrouvée morte dans le coffre,
comme par magie. C'est vrai que ça arrive souvent. Tu déposes quelqu'un voilà, en pleine forme chez Auchan, tu rentres chez toi, hop, abracadabra, la personne apparaît morte dans ton coffre. Hein. Attends, c'est quoi déjà le slogan de Auchan? Auchan et la vie change. Ah, elle a bien changé la vie, ouais. En ce qui concerne Kelly, elle va rester sur la version d'elle qui a déposé Melissa au magasin jusqu'à ce que la police lui raconte ce que Craig leur a dit. Et là, elle va avouer à peu près la même chose. Puis, la police va fouiller la maison. À l'intérieur, ils ont retrouvé le sac de sport rempli de stupéfiants dont Megan Foley leur avait parlé. Ça l'avait marqué puisqu'elle n'avait jamais vu ça avant. Mais à l'intérieur du sac, ils vont aussi retrouver un pistolet taser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pistolets sont soumis à une réglementation très stricte, avec un numéro de série sur l'arme, mais aussi sur les cartouches qui sont tirées, grâce à une petite étiquette en papier qui permet d'identifier chaque utilisation et utilisateur. Toujours est-il que des petits bouts de papier, éjectés après chaque tir, ont été retrouvés dans la poubelle de la maison et qu'avec l'aide du fabricant, les enquêteurs ont pu déterminer combien de fois l'arme a été utilisée et à quelle heure. Et les résultats parlent et nous disent que 6 tirs ont été effectués entre 14h10 et 14h12 le 13 décembre. Cette affaire est extrêmement confuse. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé. D'après l'enquête et les éléments qu'on a, suite à une dispute, Craig et Kelly auraient tasé Melissa à plusieurs reprises pour l'immobiliser. Ensuite, ils l'ont attachée alors qu'elle était encore vivante, suite à quoi ils ont décidé de lui injecter des doses mortelles de morphine et autres produits stupéfiants. Puis, ils l'ont laissé dans le coffre de la Jaguar toute l'après-midi du 13 décembre, allant même jusqu'à l'exhiber à leur couple d'amis. Et vers 2-3 heures du matin, ils ont appelé Anthony Gross et sont allés jusqu'à la route 160 pour y laisser la Jaguar et y mettre le feu avec Melissa à l'intérieur. Cette version de l'histoire est probablement celle qui se rapproche le plus de la vérité, mais comme Craig et Kelly vont sans arrêt changer de version, il est impossible encore aujourd'hui de dire précisément pourquoi et comment tout ça est arrivé. Résultat, fin 2005, début 2006, une audience préliminaire va avoir lieu pour Craig et Kelly qui comparaissent pour meurtre et aussi pour Anthony Gross pour complicité de meurtre. Tous les trois vont plaider non coupables, ce qui va repousser leur procès en 2007. Mais seul Anthony Gross obtient une libération sous caution. Craig et Kelly, eux, vont rester en prison. Mais alors que les enquêteurs pensaient enfin être tranquilles avec cette affaire, quelques mois avant le procès, un homme du nom de Nelson Brady Jr. est arrêté parce qu'il prévoyait de tuer 3 personnes. Ces 3 personnes sont Anthony Gross, Megan Foley et son mari Jeremy. Et il se trouve que ce Nelson Brady là était un codétenu de Craig qui venait tout juste de sortir de prison mais qui était sous surveillance policière après que des appels téléphoniques suspects entre lui et Craig aient été interceptés. Parce que dans les prisons, les appels sont sur écoute et les prisonniers le savent. Mais Craig et Nelson pensaient être plus malins et qu'en parlant en langage codé, ils pourraient tromper la vigilance des gardes. Ils ont donc commencé à avoir des discussions au sujet d'un livre que Craig avait prévu d'écrire mais dans lequel il faudrait absolument faire disparaître 3 personnages. Ça a tout de suite paru très suspect au personnel de la prison, alors des enquêteurs ont décidé de suivre et de surveiller Brady et ils se sont rendus compte qu'il prévoyait de tuer Anthony, Megan et son mari avant le procès pour éviter qu'ils ne parlent. Ils voulaient faire taire les témoins. Puis, en 2007, le procès a lieu et ils ont finalement tous plaidé coupables pour éviter la peine de mort. Craig va être condamné à 3 peines pour un total de 55 ans de prison avec 21 ans de sûreté pour meurtre au second degré, enlèvement et incendie criminel. Et Kelly va être condamné à 2 fois 13 ans de prison pour incendie criminel et blessure mortelle avec une arme. Quant à Anthony Gross, c'est lui qui s'en sort le mieux, il va s'en tirer avec une peine probatoire pour avoir coopéré et aidé les enquêteurs. Finalement, Kelly a été libérée sur parole en 2017 après avoir passé 12 ans derrière les barreaux. Elle avait demandé le divorce en 2009, mais il lui sera seulement accordé à sa sortie de prison. Quant à Craig, il a obtenu une libération sur parole en juin 2024 en déclarant être sincèrement désolé et en présentant ses excuses aux proches de Melissa James. I want to start by apologizing to Melissa James' loved ones for the role I played in causing them unbearable heartache that will never go away. I also want to apologize to everyone else who's been affected by my actions and because of my destructive and selfish behavior. My behavior made the community feel less safe, and I'm ashamed of that.
Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est libre aujourd'hui, parce qu'aux États-Unis, même si vous obtenez une libération conditionnelle pour une peine, si vous avez une autre peine à purger pour un autre crime, vous restez quand même en prison pour commencer à purger cette peine. Si vous avez été condamné à 30 ans de prison pour meurtre et à 5 ans de prison pour vol, vous purgez d'abord vos 30 ans de prison, puis 5 ans. Ce qui signifie que si au bout de 15 ans de prison, vous obtenez une libération conditionnelle pour votre première peine, vous ne sortez pas de prison. Vous restez en prison et vous commencez à purger votre seconde peine de 5 ans. Et si vous obtenez une libération conditionnelle au bout de 3 ans pour cette peine de 5 ans, mais que vous avez une troisième peine de 3 ou 10 ans, je sais pas, vous restez toujours en prison. Ça doit être démoralisant, hein. Mais je trouve ça bien. Bon, en vrai, le plus frustrant dans cette histoire, c'est de ne pas savoir réellement pourquoi est-ce qu'ils l'ont tuée. Craig raconte qu'elle était toxicomane, puis qu'elle leur volait de l'argent, puis que comme elle était incontrôlable, ils se sont battus et qu'il l'a tuée accidentellement. Mais Kelly, elle, raconte une autre histoire, où Melissa était jalouse d'elle et qu'elle faisait tout pour la remplacer, donc elle l'a tasée. Tout ça n'a aucun sens. La raison la plus rationnelle pour moi serait un épisode paranoïaque ou un roid rage qui a mal tourné et dans la panique, ils ont décidé de se débarrasser du corps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. Et cette histoire nous montre à quel point une rencontre peut bouleverser le cours d'une vie ou provoquer sa perte, mais aussi à quel point il est dangereux de jouer avec des produits stupéfiants et dopants pour sa propre vie, mais aussi pour celle des autres. D'ailleurs, les examens toxicologiques et psychologiques que le couple a subis suite à leur condamnation démontrent que leur consommation de produits dopants a eu un impact significatif dans leur prise de décision et que sans ça, ils n'auraient sûrement jamais agi comme ils l'ont fait, mais que comme ils ont pris ces produits volontairement et qu'en plus ils sont illégaux, ça n'a pas joué en leur faveur ou comme circonstance atténuante. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Elle est moins gore que d'habitude, elle est moins surprenante, mais j'ai adoré me renseigner dessus parce que même si je suis pas passionné par ce milieu, j'éprouve une forme d'admiration pour les pratiquants qui décident de dédier leur vie à ce point à une discipline, ou en tout cas à cette discipline, et à y mettre toute leur âme. Je trouve ça beau, même si dans le cas présent, malheureusement, ça finit mal. Merci une fois de plus à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien en description vous offre 14 jours d'essai gratuit, comme d'habitude, pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin. J'adore voir ça. Je vous invite à écrire en commentaire ce qui vous motive le plus ou vous démotive le plus à faire du sport, ou alors à commenter My muscles are getting bigger. Si vous avez la ref, c'est encore mieux. Moi, je vous fais des bisous. Évidemment, laissez-moi votre avis sur cette tragédie. C'est le plus important. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très très vite. Ciao.